Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans C'est excellent, votre émission du dimanche soir sur Sud Radio, celle qui donne la parole belle à l'excellence française pour la deuxième de cette 4e saison ensemble. Merci à tous d'être là au rendez-vous chaque semaine d'ailleurs. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un de nos réalisateurs français éponymes et incontournables. Certains de ces films sont entrés dans notre inconscient collectif, tant nous les connaissons. J'ai nommé le réalisateur et producteur Alexandre Arcadi qui vient se raconter dans C'est excellent et nous parler de la réédition de son film anthologique, Le Grand Pardon, pour ses 40 ans de carrière. Attention, quel parcours, chers auditeurs. Et puis Alexandre Arcadi qui est aussi en pleine création, dont on espère quelques bribes. Il a aussi accompagné Monsieur Macron en Algérie, son pays d'origine. On va lui demander comment ça s'est passé, plus encore. Bienvenue Alexandre Arcadi. Vous aimez cet excellent sur Sud Radio, pardon, je vous ai coupé. Parlons vrai, pas de barrière ici entre les différentes personnalités qui incarnent l'excellence française. Et ce soir, on crée le lien ensemble une fois de plus. C'est l'ancien négociateur principal de la cellule crise majeure du GIGN. Il a officié sur de nombreuses prises d'otages et j'en passe. Et ses 100% de réussite lui ont donné envie de partager ce savoir-faire. Depuis devenu spécialiste de la gestion de crise pour nos entreprises et conférenciers, il vous accompagne sur tous les sujets qui peuvent surgir. Et pas des moindres évidemment. En seconde partie d'émission, ne ratez pas l'interview passionnante de Bernard Tellier à la tête de Précognition Consulting qui est déjà en studio avec nous. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Du cinéma et de l'action ce soir sur Sud Radio et c'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Alexandre Arcadi, vous allez avoir le temps de me répondre. Bonsoir. Alors cette année, on l'a dit, l'Algérie fête le 60e anniversaire de son indépendance et pour cette occasion, le président Macron a fait un voyage officiel fin août, c'était il y a juste quelques jours, accompagné de personnalités françaises liées de cœur et d'histoire à l'Algérie, donc bien évidemment de vous, comme un symbole du lien affectif entre l'Algérie et la France. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce concept, Alexandre Arcadi ? Absolument, oui. D'autant plus que c'était la deuxième fois que j'accompagnais le président Macron. Mais ce voyage-là avait un caractère un peu particulier. On se souvient quand même qu'il y avait, comment on dit en diplomatie, un peu de refroidissement dans les rapports entre les deux pays. Et c'était un voyage important pour renouer, retrouver cette fraternité, retrouver cette envie de faire des choses ensemble. Et ça a été un voyage... Ça a fonctionné ? Très très fort, très symboliquement très très fort. Le président Tebboune en Algérie nous a accueillis d'une manière exceptionnelle. On a senti chez les Algériens beaucoup d'intérêt pour ce voyage. Et je crois que la signature entre les deux présidents était de bon augure, puisqu'on a touché à tous les sujets, l'économie, le gaz, mais aussi la culture. Et ça, c'est très important. Pour la première fois, il y a une convention qui a été écrite de coopération culturelle, cinématographique et télévisuelle entre la France et l'Algérie. Et franchement, en avoir été le témoin, ça a été un moment d'un grand privilège. Qu'est-ce que ça va donner, ça, à votre avis, concrètement, Alexandre Arcadi ? Concrètement, je pense qu'il faut agir avec pragmatisme. C'est-à-dire, les grandes promesses, c'est bien, les actions immédiates, c'est mieux. Oui. Alors, voilà, le président Tebboune a comme conseiller culturel un homme exceptionnel, c'est un cinéaste d'abord, Ahmed Rajdi, qui est un grand cinéaste algérien, et sa volonté d'ouvrir de nouveau le cinéma en terre algérienne et de renouer avec la tradition du cinéma algérien. Il faut se souvenir qu'après l'indépendance, il y avait un cinéma algérien très très fort, la Daramina et tous les autres. Et puis une volonté aussi, on a parlé d'ouverture d'un studio à la fois maritime et un studio terrestre. Les Algériens aussi ont à cœur de réaliser un grand film sur l'émir Abdelkader. Et je trouverais formidable que la France puisse s'associer à cette belle entreprise d'un film aussi historiquement important. Et puis le hasard de la vie fait que je m'apprête à tourner dans 2 semaines un film en terre algérienne, si je puis dire, puisque le film s'appelle Le Petit Blond de la Casbah et qui raconte cette enfance passée dans cette belle ville d'Alger. Et j'ai eu envie de raconter cette époque qui était une époque, comme disait Camus, une époque bénie, où tout était donné à profusion. Nous étions pauvres, mais on ne le savait pas parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était être riche, puisque notre richesse, elle était là, à portée de main, le soleil, la mer, la fraternité, la convivialité, le partage. C'était mieux avant, Alexandre Arcadi ? Pardon ? C'était mieux avant ? Non, je ne dis pas ça. Je dis que quand
quand je repense à cette enfance qui était merveilleuse, à la fois misérable et magnifique. Parce qu'on vivait dans des conditions difficiles dans les années 60, c'était pas facile, et la guerre aussi, la guerre d'indépendance qui était là, cette violence inouïe, et c'est l'histoire d'un gamin, enfin mon histoire, d'un gamin qui est sauvé par le cinéma, une sorte de cinéma paradiso à Alger, parce que il découvre le cinéma et tout d'un coup ça devient sa passion. Et le film est construit à 2 niveaux, c'est-à-dire que c'est un metteur en scène qui a déjà réalisé beaucoup de films, qui retourne à Alger présenter en avant-première ce film qu'il vient de faire, donc qu'on va voir. Et au fond, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des moments de partage. Des rendez-vous, dirait-on. Voilà, et figurez-vous, pour l'anecdote, et je vais vous donner une anecdote qui est absolument sidérante. En arrivant à Alger, je revois le président Tebboune, et en l'an 2000, il était alors ministre de la Culture. Et c'est lui qui m'a accueilli pour présenter un de mes films qui s'appelait Là-bas mon pays, à Alger en avant-première. Incroyable. Et il a eu cette délicate attention, ça tombait le jour de mon anniversaire, de m'organiser un anniversaire surprise. Et sur le gâteau qui est arrivé, au lieu d'écrire le nom du film, Là-bas mon pays, il a fait écrire Ici ton pays. Et ce moment oui, je disais délicatesse, ce moment de fraternité a été tel que ça m'a marqué. Et je crois que c'est de là qu'est né d'abord le livre, Le petit blond de la Casbah, c'est ce récit autobiographique, et le film. Et c'est ce que j'ai dit au président Tebboune, je dis, vous êtes le parrain de ce film. Alors peut-être, vous avez cité au générique et peut-être aussi, et j'espère qu'on va pouvoir mettre, et ça c'est du concret, mettre en place la première coproduction franco-algérienne depuis longtemps. Bravo. Voilà, donc je dis, voilà, ce sont des choses concrètes qu'on va essayer de mettre en place pour faire avancer les choses, et pour que le rapprochement... continuer de se réconcilier. Réconcilier, je ne crois pas que ce soit le mot. C'était se retrouver. Le président Macron. Se retrouver, parce que, en fin de compte, c'est notre voisin le plus proche, avec ce pays avec lequel on a partagé tellement de passion, tellement de drames, tellement de pages de notre histoire, qu'aujourd'hui, il est important d'être en phase avec la nouvelle génération, qui a envie de connaître un passé. Je parle de la génération algérienne, un passé qu'ils connaissent mal, et puis nous, d'essayer de raconter ce qu'a été nos rapports aussi, pas seulement des rapports de conflit, c'était aussi des rapports humains, des rapports d'échange, des rapports de vie, tout simplement. Alors, lors de cette visite, on vous a vu notamment Alexandre Arcadi auprès du chef de l'État, lors de sa visite au cimetière européen de Saint-Eugène dans la banlieue d'Alger, au cours de laquelle il s'est arrêté sur la tombe de Roger Hanin, votre acolyte de toujours. Ça a dû être un grand moment d'émotion pour vous. Oui, parce que, Roger a eu cette volonté, un geste, encore une fois, de réconciliation magnifique, d'être enterré auprès de son père à Alger. Oui, c'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu. Et à l'époque, le président Bouteflika, que j'ai contacté, puisque je m'en suis occupé avec sa fille, d'organiser ses funérailles là-bas, et ça a été un moment de grande émotion pour les Algériens, pour les Français. Et le président Macron souhaitait venir s'incliner sur sa tombe, et j'étais à côté de lui, et je lui ai raconté une petite anecdote qui est assez savoureuse aussi. C'est que il y a environ 3-4 ans, j'ai fait un voyage à Alger, et je voulais aller rendre hommage, me recueillir sur la tombe de Roger Hanin dans le cimetière juif d'Alger. Et avant de partir, j'ai appelé mon ami le grand rabbin Chaim Korshia. Je ne suis pas très religieux, donc je lui ai dit, dis-moi, sur sa tombe, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une prière à dire ou quelque chose? Il m'a dit, raconte-lui Mistoufle. La fameuse, j'allais y venir, Mistoufle. Alors c'est quoi Mistoufle? C'était l'histoire emblématique de Roger Hanin. Moi je le revois, la raconter au président François Mitterrand qui se mordait les dents avec une serviette pour ne pas éclater, alors qu'il avait entendu cette histoire mais des dizaines et des centaines de fois. Alors je me retrouve donc au cimetière et je suis accompagné de 2 journalistes à qui je raconte ce que je viens de vous dire. Que le rabbin, quand même, c'est incroyable ce qu'il m'a dit de faire. Et les 2 journalistes me disent, mais c'est quoi Mistoufle? Donc me voilà
devant la tombe d'un nain en train de raconter l'histoire que je vais vous raconter. Allez-y, si rapidement, il nous reste 1 minute 20. Alors, c'est l'histoire d'Abdelkader qui rentre de la guerre. Ouais. Il arrive en Kabylie, son village est en haut, et puis son frère le voit et court vers lui, il le prend dans ses bras. Abdelkader, t'es revenu, Ali, mon frère. Et puis Abdelkader l'interroge sur sa famille. Comment va Zora, ma femme? Comment va Fatima? Comment vont mes filles? Comment vont mes fils? Et puis à un moment donné, il dit, et comment va Mistouf, le chat, mon chat que j'aime, qui est ma vie, qui m'a manqué? Et Ali lui dit, ah bah, ton chat, il est mort. Quoi? Mon chat, il est mort, tu me dis ça comme ça, du tac au tac, sans la moindre petite délicatesse, quoi. Ne me dis pas des choses comme ça. Dis-moi, Mistouf, il était dans le salon, il faisait beau, la fenêtre, elle était ouverte, il est monté sur le rebord de la fenêtre, il a été dans le jardin, il est monté sur l'arbre, il a été sur une branche, tout le monde appelait Mistouf, descend, Mistouf, descend. Et puis Mistouf, il a pris une branche et crac, la branche, elle a cassé, il est tombé et il est mort. Me dis pas comme ça, du tac au tac, Mistouf, il est mort. Bon, et grand-mère, comment elle va? Grand-mère, elle était dans le salon, il faisait du soleil. Elle a fugué. La fenêtre était ouverte, elle est sortie dans le jardin. Donc je raconte cette histoire, évidemment, les journalistes éclatent de rire. Et je me suis dit, quelle belle leçon que m'a donné le grand rabbin en disant, c'était la meilleure façon de lui rendre hommage que de raconter cette histoire sur sa tombe. Et donc j'ai raconté cette anecdote au président Macron au cimetière. Vous êtes bien sur Sud Radio avec Alexandre Arcadier et Bernard Tellier. On revient tout de suite. Restez là, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent, les copains. Vous pouvez entendre ce soir à mes côtés le réalisateur et producteur engagé Alexandre Arcadi, bientôt accompagné de l'ex-négociateur en chef, attention, du GIGN, devenu formateur et consultant, Bernard Tellier. Mais tout de suite, on continue l'échange avec Arcadi. Et puisqu'on parlait de Roger Hanin et du Grand Pardon, on va le dire, le Grand Pardon, il est réédité, il ressort pour les 40 ans du film. Le 40e anniversaire déjà de ce film. Et Studio Canal a décidé de ressortir le film dans une version totalement remasterisé, magnifique. Et le film sera dans les salles au mois de décembre prochain. Cadeau de Noël, quoi. Ouais, un grand cadeau de Noël, d'autant plus qu'il sera accompagné du premier grand coffret de l'ensemble de mes films. Magnifique. Voilà. Alors il y en a 17, il va y avoir pouvoir acheter les 17 films et ça brevet du cinéma d'Alexandre Arcadi. Alors Roger Hanin, votre acteur fétiche, votre ami de toujours, on va l'écouter dans Le Grand Pardon tout de suite, Monsieur Betoun. Pas de relation possible avec un homme d'affaires. Vous êtes toujours gérant de société à 3000 francs par mois. 3002, je me suis augmenté. Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, des voitures en pagaille et toutes ces bouches à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi avec Roger Hanin sur Sud Radio qui joue le fameux Monsieur Betoun avec le regretté Jean-Louis Trintignant. Alors quelques olives et un petit bout de pain, on remercie Dieu, ça résume la phrase qui dit tout. Et puis une bonne partie de vous aussi, Alexandre Arcadi. Exactement. C'est ça. Mais ça va être, c'est un moment qui me plaît parce que il y a toute une génération. Enfin, beaucoup de gens connaissent le film Le Grand Pardon. C'est une marque, on l'a vu, revu à la télévision, etc. Mais il y a toute une génération qui ne l'a pas vu sur grand écran. Non. Et c'est un film qui est en scope, en cinémascope, et le revoir sur un grand écran. Il y a une qualité d'image aussi. Ah oui, ça va donner. Mais franchement, la qualité de la rénovation est formidable, et je suis très heureux de pouvoir partager ça avec tous ceux qui ne l'ont jamais vu dans une salle de cinéma. Alors si on vous écoutait tout à l'heure, si j'ai bien compris, Alexandre, vous nous mijotez quelque chose en ce moment, un film, Le Petit Blond de la Casbah. Bah oui, Le Petit Blond de la Casbah. Vous allez commencer à tourner bientôt. Alors racontez-nous un peu. Je commence à tourner dans 15 jours, et vraiment c'est cette histoire personnelle que je raconte, ce petit garçon de la Casbah qui était un petit peu différent des autres, blond dans ce monde de noireaux, et qui a eu une enfance à la fois, comme je disais, heureuse, et qui a été marquée par ce pays, comme le raconte si bien Camus dans tout ce qu'il écrit, cette ville magnifique, cette ville blanche, ce soleil partout, ces trouées vers la mer, vers cette Méditerranée extraordinaire. Et quand j'ai écrit ce film, j'ai eu le bonheur d'être accompagné par
tellement d'acteurs, même qui ont des participations, 4 jours, 3 jours. Ils ont tous dit oui. Alors d'abord, il y a ma mère va être interprétée par Marie Gillin. Ah, bravo. Ah oui. Mon père, ce légionnaire hongrois qui a fait 19 ans de Légion étrangère, qui a rencontré ma mère alors qu'il était administrateur du cercle militaire d'Alger. Il était administrateur et ma mère était jeune serveuse au mess des officiers. Et comme dans les films de Gabin, ils se sont rencontrés. Un coup de foudre et ils se sont épousés. Ils ont fait 5 garçons. Et celui grande famille. Hein. Oui, et celui grande tablée aussi, je crois, et grande tablée. Ouais. Et celui qui interprète mon rôle, c'est le jeune Léo Campion. C'est un jeune garçon qu'on avait vu dans Le Temps des Secrets, le film de Baratier, qui est magnifique. Film, il y a également Françoise Fabian, Stéphane Fraisse, Pascal Elbé, Michel Boujna, il y a Richard Berry, il y a Pascal Louange, Smaïn, Jean Benguigui, Olivier Citruc, enfin Judith Elzem, enfin vraiment il y a Valérie Caprisky, enfin un casting absolument incroyable, et ils ont tous voulu être dans ce scénario parce que tout le monde a été touché. Et touché par quoi? Par une anecdote surtout, et qui a au fond donné naissance à ce film. C'est que quand nous avons quitté ce pays, l'Algérie, précipitamment dans la violence, si je puis dire, nous étions sur le bateau en allant vers la France, et à un moment donné, ma mère qui était en larmes, et nous étions autour d'elle, elle s'est retournée vers nous, elle nous a dit: j'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine. Et c'était un déchirement total. C'est comme si elle avait oublié tout son passé là-bas. Et je m'entends lui dire: je te les ramènerai, maman. Et au fond, je pense que je l'ai fait en faisant du cinéma. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai reconstitué ces photos oubliées en faisant le coup de sirocco, en faisant le grand carnaval, en faisant ce que le jour doit à la nuit. C'était comment justement? Avec le coup de sirocco, ça a été un moment absolument incroyable. Je l'ai amené voir le film. J'étais arrivé un petit peu plus tôt, je l'ai installé dans la salle et je suis sorti parce que je me suis dit: personne va peut-être venir voir. Qui va être intéressé par un film sur les rapatriés d'Algérie? Et en la regardant dans la salle, je me suis dit: mais c'est pas grave, si j'ai fait ce film, c'est pour elle. Et puis dehors, il y avait tellement de gens que tout d'un coup, c'est devenu un succès absolument inouï. Et je me souviens d'un spectateur qui est venu me voir, qui m'a pris par la manche, parce qu'il y avait une queue immense sur les Champs-Élysées, et qui m'a dit: c'est pas bien ce que vous faites. Alors j'ai cru qu'il était pas content. C'est pas bien ce que vous faites. Je dis: mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Qu'est-ce que vous avez fait? En 62, on nous a entassés dans les bateaux pour rentrer en France, et là, vous nous entassez dans les salles de cinéma. C'est pas bien. J'aime cet humour. Ça, c'est le meilleur compliment, en fait. J'aime cet humour, j'aime cette façon de voir la vie. Et puis, elle a reçu ce premier film comme cette reconstitution de photos. Mais, au fond, la fiction, aujourd'hui, me permet, et c'est ce que je fais dans le film, on va me les rendre, ces photos. Et c'est l'Algérie qui va me rendre ces photos. C'est beau. C'est très beau. Alors Alexandre Arcadi, là vous préparez un nouveau film, mais le tout dernier c'est en 2014 que vous avez réalisé, puisque vous avez produit depuis 24 jours, la vérité sur l'affaire Halimi. On va écouter un petit extrait. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid, et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Alors je suis saisie moi de frissons à chaque fois que j'entends ces mots. Pour les auditeurs, vous venez d'entendre un extrait de 24 jours, la vérité sur l'affaire Halimi, le film d'Alexandre Arcadi, film qui retrace l'horrible séquestration puis assassinat de Ilan Halimi il y a plus de 10 ans. Alexandre, ce film il a eu peu de succès d'un point de vue commercial. Et Manuel Valls, alors Premier ministre, vous dira: ton film est un miroir dans lequel les Français n'ont pas envie de se regarder. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Oui, c'est sûrement juste, mais le plus important, c'est que le film existe, au fond. Oui. C'est peut-être un de mes films qui a eu moins de succès en salle, mais c'est un film très puissant. Beaucoup en vidéo, bizarrement beaucoup en vidéo. Quand il est passé à la télé, je crois qu'il a eu un grand retentissement, mais les gens avaient des craintes de ce regard, de voir ce drame terrible. Est-ce que ça vous a arrêté un peu dans la création, vous aussi? Parce que du coup, vous n'avez pas tout de suite réalisé derrière. J'ai été bousculé par ce film. Franchement, j'ai été bousculé parce que c'est la première fois que j'abordais un sujet comme cela, avec autant de force, autant de violence. Et ça a été un moment difficile de reconstruction, même d'interrogation sur son appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire être français juif dans notre pays? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, justement? Parce qu'on parle de cet antisémitisme. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut savoir réagir, il faut savoir combattre, il faut savoir répondre aux questions quand elles se posent, et ne pas mettre, comme on l'a fait durant des années, la poussière sous le tapis
dit en disant c'est pas grave. Je crois que là il y a une prise de conscience et les choses, même si elles sont difficiles, comment dire, les gens réagissent, les politiques réagissent. Je crois que ce film a été salutaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que le film a été salutaire parce que, au fond, ces premiers crimes antisémites ont malheureusement donné naissance après aux attentats de Charlie Hebdo et la promenade de Nice, etc. Et donc, on s'est rendu compte que... rue des Rosées dans les années 80. Et on s'est rendu compte que c'était pas seulement la communauté juive qui était comment dire, visée, mais l'ensemble de la communauté nationale. Donc il y a on se souvient après Charlie. Vous en aviez parlé très tôt, pardon, je vous coupe, dans l'Union Sacrée aussi. Vous avez essayé de réconcilier en 88 quand c'est sorti. Dans l'Union Sacrée, j'avais déjà tiré l'alarme un petit peu en me disant voilà, cet attentat de la rue des Rosiers est une alarme et il faut savoir où est l'ennemi. L'ennemi, il n'est pas derrière chaque musulman, loin de là. C'est au contraire, c'est avec eux. C'est avec les musulmans de France, avec cette communauté qu'on pourra combattre. Surtout avec, parce que c'est le premier barrage. Sans cette communauté, on ne pourra pas gagner, c'est pas possible. Donc c'est cette union sacrée qu'il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir, faire barrage. Et puis, un autre voyage avec le président Macron en Israël, quand j'ai vu tous ces Français morts en France, alignés dans ce cimetière de Givat Shaoul. J'ai fait un documentaire sur Arte qui m'a aussi beaucoup marqué. Ça a été très important de faire aussi ce documentaire qu'on peut voir encore en cherchant parce que les images restent, c'est ça. Ah oui, parce que les images restent. Et puis surtout, le film reste. Et moi, ça a été ma volonté de laisser une trace sur ce gamin, sur cet Ilan Halimi, sur ce petit gamin, ce petit Français qui a été tué d'une façon tellement abjecte. Et odieuse, et c'est quelque chose qui va rester de génération en génération comme un vrai témoignage. Et on vous en remercie d'ailleurs. Dernière petite question, non, en fait on n'aura pas le temps, on va reprendre juste après. On a des choses à vous poser. On a envie d'en savoir avec vous, Alexandre Arcadier, c'est excellent. Restez connectés, on va revenir tout de suite avec l'excellent réalisateur Alexandre Arcadier et l'ancien négociateur en titre du GIGN, Bernard Tellier. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent et c'est la deuxième partie de votre émission en compagnie d'un de nos réalisateurs incontournables, Alexandre Arcadier, rejoint par l'ancien négociateur principal de la cellule de crise majeure du GIGN, devenu conférencier formateur et à la tête du cabinet de consulting Précognition Bernard Tellier. Bonsoir Bernard Tellier. Rebonsoir. Approchez-vous du micro parce que je vais vous poser plein de questions. Alors Bernard Tellier, je vous présente un peu pour mes auditeurs. Je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui conférencier, consultant et formateur et vous intervenez sur des sujets tels que l'esprit d'équipe, la gestion de conflits et de crises ou celle du risque et du stress. Et vous êtes aussi chargé de cours en psychologie comportementale à Assas. Ça en fait des choses, hein ? Oui. Voilà. Toujours sur des sujets, sur les sujets que vous aviez traités finalement quand vous étiez au GIGN, quoi. Tout à fait. Je connais très bien la gestion de crise, donc je vais parler de la gestion de crise. Alors on va y venir justement. Cette seconde vie, c'est presque une évidence parce qu'auparavant, donc je le dis, vous avez été 10 ans le négociateur principal au sein de cette cellule de crise majeure du GIGN avec de nombreuses GIGN, avec de nombreuses prises d'otages, des forcenés, des enlèvements, le grand banditisme, etc. Et avec un taux de réussite de 100%. Bravo. Comment on fait pour avoir 100% de réussite quand on négocie avec des fous furieux ? Alors, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut avoir une part de chance. Oui, il faut avoir une part de chance, mais la chance, ça se gagne, on va la chercher, la chance. Il faut savoir que quand on est négociateur, on n'est pas tout seul. Il y a une équipe d'assaut qui est là et on va travailler avec l'équipe d'assaut, ensemble. Donc le négociateur n'est pas fait simplement pour que le preneur d'otage se rende, il peut aussi permettre à une séparation entre les otages et le preneur d'otages pour que l'équipe d'assaut puisse s'engouffrer dans l'appartement et justement faire en sorte que le preneur d'otage ne soit plus en contact avec les otages. Donc tout dépend de ce qu'on me demande. Voilà, moi en fin de compte, j'aime à dire que la négociation c'est même l'arme la plus puissante du GIGN parce que pratiquement toutes nos missions se résolvent grâce à la négociation. Et donc on travaille vraiment en binôme avec l'équipe d'assaut et on va faciliter leur intervention. Alors il y a des moments, dans 90% des cas, les personnes se rendent et puis dans les
20% qui restent, on va faciliter cette intervention en séparant le preneur d'otage des otages ou en faisant d'autres choses. D'accord. Et alors vous avez une particularité, c'est que vous vous approchez en fait de la personne en question sans qu'il le sache forcément d'ailleurs. Tout à fait. Moi, pourquoi d'ailleurs vous vous approchez? La première chose que je faisais sur une prise d'otage, c'était que j'allais jusqu'à la porte du preneur d'otage. Et peu de négociateurs font ça. Alors déjà parce qu'il y a un risque de s'approcher jusqu'à la porte du preneur d'otage, s'il tire à travers la porte ou si il peut vous tuer. Moi je faisais ça, pourquoi? Parce que j'allais jusqu'à sa porte pour écouter. Pas pour écouter les mots qu'ils échangeaient, mais pour écouter les émotions dans l'appartement ou dans la maison. D'accord. Et quand j'entendais les pleurs des otages, quand j'entendais les sanglots des otages, quand je comprenais la peur des otages et la colère du preneur d'otages, je peux vous assurer que j'allais m'impliquer à 500% pour eux. Si je reste dans un bureau à 5 km et que je fais ma négociation par téléphone, je sais que c'est une grave crise, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je n'aurai pas cette synchronisation émotionnelle avec ces preneurs d'otages et avec ces otages, et je pense que je serai moins performant. Donc finalement, le succès de ces opérations, c'est votre propre analyse de ce qui se passe à l'intérieur, et puis ensuite c'est l'opération du groupe d'intervention en fait, qui va arriver derrière et qui va neutraliser la situation, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est dépendant de votre analyse à vous, ça. Oui, en fin de compte, c'est confortable parce qu'il y a vraiment. Alors, faut savoir que le GIGN fonctionne un peu particulièrement, c'est que le négociateur, quand on n'a pas besoin de lui, il est dans la colonne d'assaut. D'accord. Il monte à l'assaut comme tout le monde. Okay. Et quand on a besoin de lui à la négociation. Vous êtes formé quand même, j'espère. Oui, heureusement. Oui, on a la même formation que tout le monde, et en plus, on a une formation en égo. Oui. Et quand on n'a pas besoin de lui. C'est la psychologie comportementale que vous faites, vous aussi. Voilà, exactement. Je me suis spécialisé là-dedans. Et donc, quand on n'a pas besoin de lui, quand on a besoin de lui à la négociation, il se met en civil, il va négocier. Donc c'est vraiment une équipe, on va dire, parce que quand je négocie ça m'est déjà arrivé pendant 3 jours, l'équipe d'assaut, elle ne bouge pas pendant 3 jours. Et je sais ce qu'ils ressentent parce que demain, ça peut être moi dans la colonne d'assaut. Et donc, à partir de là, il y a vraiment un lien qui se crée, une confiance qui se crée. C'est le travail d'équipe aussi qui fait tout. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment vous gérez votre propre stress, justement, aussi? Alors, il y a des choses à faire avant, pendant et après. Vous comprenez bien que si vous vivez sur le fil du rasoir, vous fumez, vous vous droguez, vous dormez 3 heures par nuit. Et vous êtes mal barré, là. Vous serez moins performant, vous serez moins résistant au stress que moi. Pas performant du tout, après. Pas du tout. Non. Avoir une hygiène de vie, c'est la première chose. C'est-à-dire que dormir au moins 6 heures par jour, enfin par nuit, faire du sport, manger équilibré, boire mais avec modération, et cela permet d'être beaucoup plus résistant. Et puis après, pendant l'intervention aussi, moi ce que je faisais, c'était que je m'isolais quelques minutes et je visualisais la mission, mais d'un côté positif. Je voyais le preneur d'otage qui allait se rendre, je me voyais les questions qu'elle allait me poser, comment je répondais, que je maîtrisais la situation. Vous projetiez le truc en fait. Exactement. Qui allait se passer finalement derrière. Ça s'appelle une visualisation de la mission, et ça me permettait d'avoir un coup d'avance, on va dire. Et puis après la mission, ce que je faisais, moi j'appelais ça un débriefing émotionnel. C'est-à-dire que j'allais voir l'équipe d'assaut et on allait pas débriefer techniquement et tactiquement, parce que ça on le faisait tous ensemble, parce qu'on peut toujours mieux faire, même si on a 100% de réussite, mais on allait parler des émotions qu'on avait ressenties. Quelle émotion l'équipe d'assaut. C'est votre maître mot, ça. Oui, l'émotion. Un peu comme au cinéma d'ailleurs, Alexandre Arcadi, l'émotion c'est très très important quand on crée, si on ne transmet pas l'émotion. C'est un métier extraordinaire, parce que ça c'est un film. Moi, il y a longtemps que je pensais à faire un film sur un négociateur. Les Américains l'ont déjà fait. Mais comment vous expliquez l'échec de Mohamed Merad? Bernard Tellier. Alors, je peux mettre un joker? Alors, on va pas rentrer dans le secret des dieux. On va pas rentrer dans les détails. Mais donc, et après, donc moi, ce que je faisais après, c'est que l'équipe d'assaut qui avait vécu cette mission, comme moi, intensément, on allait parler de nos émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand la personne a tiré? Qu'est-ce que j'ai ressenti émotionnellement? On parlait plus de technique et de tactique et d'émotion. Et ça permet de vider son sac et de repartir le lendemain sur une nouvelle mission. Finalement, Bernard Tellier, vous faites du profiling très 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 rapide. Comment vous faites pour profiler quelqu'un que vous n'avez pas en face de vous déjà? Et puis ensuite, comment est-ce que c'est possible de déterminer très rapidement ce qu'il faut faire? On peut pas. Je vais vous surprendre, mais on va découvrir le profil. C'est au petit bonheur de la chance. C'est pas au petit bonheur de la chance, mais comment on va découvrir quelqu'un? C'est en l'écoutant, en lui posant des questions, en l'écoutant. Il y a des moments où on se trompe, on se rattrape, et puis on voit sur quelle partie il faut pas y aller. Et à partir de là, on arrive à le cerner. Mais il y a vraiment cette méthode de découverte qui est là et qui est, on va dire qu'on marche sur. Il faut faire très attention. Et c'est là où on va le découvrir. Oui, c'est très très fragile. Alexandre Arcadi, vous faites comment avec vos acteurs? Vous les profilez aussi pour savoir lequel va jouer tel rôle, etc. C'est un peu comme ça aussi. Quand je les vois, moi je fais pratiquement jamais d'essais, parce que
il suffit de parler avec quelqu'un. Je suis rarement trompé parce que bon, j'ai commencé ma carrière comme directeur d'acteur, donc j'ai cette espèce de sens comme ça où je me dis voilà, c'est le personnage. Parce qu'au fond, quand on fait un film, nous on a la chance d'inventer les personnages, on les connaît. Et au fond, quand on choisit bien nos héros, on se trompe pas et on a fait la moitié du chemin. Mais c'est un métier formidable que vous faites parce que vous êtes sur un fil, vous marchez sur des œufs, et c'est inouï. Nos preneurs d'otages jouent aussi une sorte de comédie sociale. Ils ont un masque. Je me souviens, j'avais fait un film avec Jean-Paul Belmondo qui s'appelait Hold Up, où il y avait comme ça des négociateurs au téléphone, mais c'était sous le ton de la comédie, mais c'était assez drôle. Et c'est lui qui menait la danse. C'était bien. Bravo. Eh ben, dis donc. Et qu'est-ce qui vous dirige, vous, Alexandre Arcadis? Ça va être le rôle qui vous amène l'acteur ou c'est l'acteur qui vous amène le rôle? Ah non. C'est le rôle qui nous amène l'acteur. Parce que d'abord, le scénario, c'est une page blanche, un stylo ou un ordinateur. Et on écrit des scènes, et on écrit des dialogues, et on rêve. Et on maîtrise. Et on maîtrise comme ça, déjà. En plus, c'est une histoire personnelle. Donc là, c'est encore plein d'émotions. C'est un film qui va être très étrange aussi parce que revenir sur cette petite enfance, son enfance, son adolescence, dans un pays qui n'est plus ce qu'il a été. Je veux dire, c'est des moments qui vont être assez incroyables de reconstituer comme ça sa famille. Ils sont plus là, ni ma grand-mère, ni mes parents, etc. Mes frères sont là, heureusement, par un. Voilà, donc c'est un moment qui va être un moment à la fois de bonheur, de joie. C'est une prise de risque aussi, Oui, mais il faut le faire dans la vérité et dans l'émotion, puis ça va passer, je crois. Bernard Tellier, justement, est-ce qu'une bonne négociation, ça inclut forcément d'accepter totalement la part de risque inhérente, en fait, à cette... c'est important, la prise de risque. Oui, mais alors, le risque, c'est pas le plus dangereux dans une mission, dans une négociation. Le risque, on le connaît. Le risque... c'est la mort, on va pas y aller par quatre chemins, on s'expose, on va en face du preneur d'otage. Je me suis déjà fait prendre en otage pour libérer une fillette, donc je me retrouve avec un pistolet sur la tempe. Le risque, on le connaît, c'est la mort. Bah dis donc. Mais on a des entraînements extrêmement lourds, extrêmement durs, pour, on va dire, pallier ce risque. On a des gilets pare-balles, on a une arme de poing, mais ce qui rend la mission beaucoup plus dangereuse que le risque, c'est l'incertitude. L'incertitude de la mission. On ne sait jamais, par définition, c'est un inconnu, on ne sait jamais si le preneur d'otage va nous parler, ou il va rester campé sur ses revendications, ou s'il va nous tuer un otage, ou s'il va nous tirer dessus, ou s'il va se mettre en colère, ou alors il va laisser tomber ses revendications pour adhérer aux miennes. Et c'est cette incertitude qui rend la mission beaucoup plus dangereuse que le risque en lui-même. Mais ce que vous racontez aussi dans vos conférences beaucoup, c'est que sans prise de risque, finalement, on fait rien, quoi. Non, on fait rien. C'est inhérent à tout projet et à toute. Est-ce que c'est un métier de passion que vous faites, Bernard? Alors oui, vous avez fait en tout cas, bien sûr. Vous aimiez ça Bien sûr. Le pare-balles et éventuellement le flingue sur la tempe. Non, pas jusque-là. Arrivé là, c'est vrai qu'on se dit mince, peut-être que j'ai fait un mauvais choix, mais faut savoir que c'est une vie passionnante et c'est sauver des vies, c'est quand même le plus beau métier du monde. Quand vous arrivez au bout de 10 ans de carrière et que vous avez sauvé des centaines de vies, c'est quand même une sorte de... C'est valorisant et c'est quand même très agréable. Alexandre Arcadis, c'est pareil, il y a une prise de risque quand on produit un film surtout, parce que quand vous êtes réalisateur, il y en a une, mais quand vous produisez, vous donnez sa chance à quelqu'un que vous maîtrisez pas forcément. C'est pareil, c'est très important d'être capable de le faire, ça. Bah oui, bon, on met pas de gilet pare-balles face aux journalistes. Enfin, quelquefois, les snipers sont là, Oui, aussi, bien sûr. Ça, c'est pas moi, j'ai rien fait. Non. Non, il y a une part de risque parce que bon, on met ses tripes sur la table parce qu'on donne de la vérité, parce qu'on espère qu'une seule chose, c'est partager ce qu'on a dans la tête, ce rêve qu'on a dans la tête et de l'offrir aux gens. Et quand le partage est là, il n'y a rien de plus beau. Quand on est dans une salle, qu'on entend les gens rire ou les gens pleurer et venir vous voir, comme tout à l'heure, j'étais dans un restaurant qui est passé me voir en me disant des choses tellement gentilles sur les films que j'ai faits. Bon, ben voilà, ça vous touche, ça veut dire que vous avez marqué le cœur, l'âme des spectateurs. Dans les deux cas. Et bon, ils sont reconnaissants, les gens sont reconnaissants. Pour vous, parce que vous sauvez des vies. Pour moi, parce que je leur donne une part de rêve et de bonheur et de plaisir, voilà. Et vous, parce que vous leur sauvez la vie, Bernard Tellier. Mais oui, parce que je leur sauvais, mais c'était... J'allais dire, même les victimes ne sont pas reconnaissantes parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont en état de choc. Mais c'est les familles des victimes qui souvent...
ne disent pas merci, mais on les voit dans leurs yeux qu'il y a quelque chose, voilà. Et surtout, nous, on veut pas s'attarder non plus parce que faut qu'on se préserve émotionnellement, donc on veut pas non plus rentrer trop en contact. Trop dans les situations. Oui, ouais. exactement. Merci à tous les deux, c'est absolument passionnant cette émission. Vous êtes bien sur Sud Radio, il nous reste un peu de temps ensemble. On est en compagnie de l'auteur et réalisateur d'exception Alexandre Arcadi et du négociateur, consultant avisé Bernard Tellier. Restez là, nous on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valerti, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerti.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir comme tous les dimanches à 19h. Il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble, donc restez bien connectés. Ce soir pour vous, on crée le lien entre deux personnalités qui excellent chacune dans leur domaine. Le réalisateur et producteur Alexandre Arcadi et l'ancien négociateur principal du GIGN depuis conférencier et formateur Bernard Tellier. Alors Bernard Tellier, vous avez monté votre propre entreprise depuis que vous avez arrêté le GIGN, le cabinet Précognition, j'adore ce nom d'ailleurs, vous allez nous le raconter. Vous réaffirmez que la réussite d'une opération dépend vraiment de la cohésion du groupe aussi. Il y a l'émotion, puis il y a la cohésion. Bien sûr, mais il n'y a pas de cohésion sans émotion non plus. Vous savez, on parle de communication. Et si on décortique ce mot, c'est dans communication, vous avez commun. C'est mettre en commun, mais c'est pas mettre seulement en commun des mots, c'est mettre en commun des émotions. Et là, il y a une réelle communication. Et les gens pensent que c'est simplement mettant en commun des mots. Non, on voit bien que les mots ne suffisent pas. C'est des émotions. Et donc, au GIGN, déjà, on partage beaucoup d'émotions. Imaginez, quand vous allez à la guerre, eh ben oui, vous partagez des émotions qui sont intenses. Oui, c'est des militaires, le GIGN. Oui, c'est une unité militaire. Et donc, c'est des émotions intenses que vous partagez. Et il y a vraiment un lien entre nous tous, et c'est ce qui permet d'être performant. Alors les leviers de la performance pour les entreprises, je vous cite, sont l'importance du travail en équipe, la force de la communication, la prise de risque, on y revient, et puis la gestion du stress. Sans ces différentes informations, il n'y a pas de réussite possible ? Difficilement, ou alors il y a vraiment un gros facteur chance. C'est l'individu aussi, non ? Nous, on ne fait pas un métier individuel. D'ailleurs, ce que j'explique souvent, c'est que ceux qui ont des égos surdimensionnés travaillent pour eux. Ils ne travaillent pas pour le groupe, ils travaillent pour essayer de sortir du lot du groupe. Et à partir de là, ça amène à l'échec. Un travail réussi, c'est un travail de cohésion. D'ailleurs, regardez, quand le GIGN réussit une mission, on ne dit pas le négociateur a réussi. Non, on dit le GIGN. C'est le GIGN qui a réussi, parce qu'on a tous notre part dans la réussite. Et donc, c'est ce qu'on recherche au GIGN. Et on a des tests extrêmement lourds. On a 14 mois de sélection pour entrer au GIGN. Pour donner un exemple, nous, on était 100 au début, et à la fin des 14 mois, on a terminé à 5. Disons. Et on ne recherche pas les gens les plus costauds au GIGN. Vous avez vu mon gabarit. On recherche des gens. Ne rigolez pas. Non, mais il paraît que ça veut rien dire. Alors, je me méfie, moi. On recherche pas les gens les plus costauds. On recherche les gens qui sont les plus forts psychologiquement, parce que on va devoir affronter des choses incroyables. Et puis, pour franchir une porte avec 4 terroristes qui vous attendent derrière, les muscles ne servent à rien. C'est psychologiquement avoir cette audace de rentrer. Et d'endurance aussi, en fait. L'endurance psychologique. C'est pour ça que ces 14 mois de sélection sont très bien faits, et on prend que les meilleurs. Psychologiquement, déjà, ils ont une résistance au stress supérieure aux autres. Alors, Alexandre Arcadi, finalement, c'est exactement la même chose pour un film à ce niveau-là. S'il n'y a pas de travail d'équipe, s'il n'y a pas une équipe soudée en confiance, c'est compliqué de faire un beau film et un excellent film. Vous savez, le metteur en scène, il est à la tête d'une équipe, et cette équipe, elle est au service d'un film et d'une histoire, et chacun dans son domaine est un grand spécialiste, et s'il manque un rouage, ou si un rouage est défaillant, eh bien tout l'édifice peut s'écrouler. Je veux dire, ne pas être à temps, un acteur n'est pas là parce qu'on a oublié de le convoquer, on a oublié un costume qui est raccord, enfin, 1000 choses. Alors ça n'a pas beaucoup d'importance en soi, mais dans un film où le temps est compté, vous savez, au cinéma, quand on fait un film, on regarde avec un œil dans la caméra et l'autre œil, ça montre. Parce que chaque minute compte. C'est une industrie. Ça coûte très très cher, il y a beaucoup de monde, etc. Donc voilà. Bon, les risques, évidemment, ne sont pas celles qu'on vient d'évoquer, mais ce sont des risques comme ça, à la fois oui, mais de dans stress votre cas, comme un métier de passion, comme Bernard Tellier, finalement, les risques sont à la hauteur de la passion que vous y mettez. Les risques sont toujours là, parce que on a peur de rater une scène, on a peur que l'acteur soit pas bon, on a peur que le décor soit pas à la hauteur. C'est un moteur, finalement. Évidemment, mais c'est une passion. Mais aujourd'hui, si je vous raconte mes nuits et mes jours, à rêver,
à me dire tel petit détail. Et puis quand le film est terminé, que je suis au montage, c'est toute la nuit à savoir si le plan que j'ai mis là est bien à sa place, etc. Ça rend fou un peu. Oui, c'est d'une certaine manière, c'est presque obsessionnel, mais dans le bon sens. C'est parce que on parlait de passion, c'est de la passion, quoi. J'ai la chance de réaliser, de faire un métier qui est unique au monde, où je touche à tout. Hein. Quand je fais un polar, je suis un policier. Quand je fais un film avec un restaurateur, je deviens chef de cuisine. Je suis obligé de savoir tout. Et vous faites des recherches, vous allez chercher Non, j'observe beaucoup, je regarde beaucoup, donc je sais à peu près. Voilà, je sens ce qui est juste. Voilà, il faut être dans la justesse. Et puis au fond, le cinéma, c'est l'art de la reconstitution. On reconstitue la vie, et puis on la magnifie, et où on lui donne sa puissance. Et ça, c'est notre chance, c'est de pouvoir réinventer la vie. Si on vous écoute, finalement, le choix de l'équipe est aussi important que le choix des acteurs, quoi. C'est-à-dire vous avez des équipes qui vous suivent depuis toujours. Oui, je suis très fidèle avec mes techniciens. Quand ils sont pas libres, je suis un peu malheureux. Mais non, et c'est vrai que c'est une cohésion. Et puis moi, sur le tournage, contrairement à certains de mes confrères, je ne suis pas dans l'énervement ou dans l'agressivité ou dans les cris ou dans l'humiliation. Certains le font, moi pas du tout. Moi, je suis dans la rigolade. Les acteurs aussi. Moi, je veux rire. Je veux donner du plaisir. Bon, sérieusement, certes. Vous dirigez quand même. Bien sûr, je dirige, mais dans le plaisir et dans une forme de douceur, mais avec de l'exigence. Alors c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et c'est un terme qu'utilise énormément Bernard Tellier, qui doit se mettre au service, selon vous, du relationnel pour vous. Hein, c'est hyper important. C'est un exemple concret qui vient de nous donner Alexandre Arcadi. Bien sûr. Mais sans intelligence émotionnelle, il n'y a pas de relationnel. C'est impossible. Parce que déjà, le premier ingrédient de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi? C'est comprendre les émotions des autres. Pour comprendre pourquoi cette personne elle est déçue, pourquoi elle est triste, pourquoi elle est contente, pourquoi elle est satisfaite, pourquoi elle n'est pas satisfaite, pourquoi elle tourne bien, pourquoi elle joue mal. Et à partir de là, il y a de la relation. Mais s'il n'y a pas cette intelligence émotionnelle, il n'y a pas de relationnel. Mais quand vous parlez de risques, c'est vrai que les risques sont différents entre vous et moi. Oui, mais sur le fond, c'est différent, mais sur la forme, ça reste identique, parce que ça engendre du stress. Et vous avez très bien dit, c'est que le stress n'est pas forcément négatif. Le stress peut être positif. Ça va nous permettre de se surpasser. Et puis je voudrais simplement remercier aussi quelqu'un, parce que quand Alexandre a dit quelque chose, c'est que nous aussi, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, au GIGN, le magasinier, le secrétaire, le mécanicien qui nous accompagne en mission. Et on n'y pense jamais, parce que si on va en mission avec nos voitures, ce sont des voitures extrêmement puissantes, et elles tombent jamais en panne, c'est grâce aux mécaniciens qui nous accompagnent en voiture. Si notre voiture tombe en panne, il nous laisse la sienne, et puis lui il reste sur le bord de la route en train de réparer la nôtre pendant qu'on puisse partir. Donc ces gens-là participent à la réussite de la mission aussi. D'accord. Alors les histoires qui marchent finalement, c'est celles qui nous touchent au cœur, quoi. Ça sera un peu. C'est l'histoire de la vie. C'est ce qui pourrait nous arriver, ou ce qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Voilà, il y a comme ça des films qui vous touchent particulièrement parce que ça vous rappelle. Citez-nous un film, que vous avez aimé, qui vous a peut-être déclenché, même vous, en tant que réalisateur. C'est quoi votre film préféré, Alexandre Arcadi? Moi, je pense que le film vraiment que pour lequel j'ai un coup de cœur, moi, c'est le film Pour Sacha qui est passé, je crois, hier à la télévision. Avec Richard Berry et Sophie Marceau. Oui, Pour Sacha, c'est un film qui, au fond, qui remplissait plusieurs cases, c'est-à-dire une adolescence passée dans un kibbutz, un pays face à l'adversité, une guerre, une histoire d'amour, un film sur la jeunesse, voilà. Et c'est durant ce film que j'ai pris conscience, au fond, que j'étais réalisateur. J'avais fait déjà 7 films, mais sans savoir que j'étais réalisateur. Et un beau matin, sur le bord du lac de Tibériade, j'étais seul, j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est mon métier de faire des films. C'était un très beau film, il m'a marqué beaucoup, il a marqué ma génération. Alors on en arrive à la dernière question de cette émission. Moi j'aurais pu continuer comme ça pendant 1 heure ou 2. Je vais demander à la direction de Sud Radio la prochaine fois qu'il me rajoute un peu de temps. Je vais commencer par vous, Bernard Tellier. Que dirait l'adulte à l'enfant que vous étiez? Que dirait l'adulte? Alors, ne change rien. Voilà. Garde tes défauts, tes qualités, garde tes souffrances, garde les choses qui se sont mal passées dans ta vie. Garde-les, tout ça, parce que tous ces échecs, ces réussites font de toi ce que tu es aujourd'hui. Ils vous ont fait souffrir, ces échecs? C'est pour ça que vous dites ça? C'est d'un moment donné, vous avez eu envie d'effacer, en fait, peut-être? Bien sûr. Comme on l'a tous, bien sûr, des échecs font énormément souffrir. Et ils construisent en même temps. Bien sûr, puis des enfances aussi, une enfance peut-être des fois aussi un peu dure. Et tout cela, je le regrette pas, parce que
c'est ce que je suis aujourd'hui. Oui, vous avez un petit point commun tous les deux quand même que je tiens à dire, parce qu'on se l'est dit hors antenne, c'est que vous avez tous les deux grandi, alors vous un peu moins Bernard Tellier, mais à côté d'Alger, mais en Algérie en tout cas. Oui, en Algérie, oui. Voilà. Oui, mes 3 premières années. Ça vous a marqué ça? Bien sûr, ça m'a marqué. Ouais. Et puis mon père était militaire, après on est parti à Berlin pendant 8 ans, mais là on avait une très belle vie à Berlin, et là il a pris sa retraite et il est revenu en France et dans une cité française. Mes parents ont divorcé, ils n'ont pas supporté la France. Mes 2 parents dans 2 cités différentes, et j'ai été baladé entre 2 cités. Et là, je peux vous assurer que ça, c'est à la réalité un peu violent. Oui. Oui. Ok, on va en venir à vous, Alexandre Arcadi. Qu'est-ce que vous lui diriez, vous, l'adulte à l'enfant que vous étiez? Je le dis dans ce scénario. Ouais. Pour moi, je dirais que si je suis l'homme que je suis, c'est de par cette enfance, de par ce pays. Et puis, si vous voulez, et puis je crois qu'on pourra rien de mieux que de citer Camus. Allez-y. Et cette phrase que je mets en exergue dans mon film, qui est formidable: j'ai aimé avec passion cette terre où je suis né, j'ai épuisé tout ce que je suis, bien que je n'ai connu et partagé les misères qui ne lui manquaient pas. Elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création. Voilà, je partage ça avec Camus d'une façon incroyable. Cette Algérie a fait de moi l'homme que je suis, cette terre aussi, et la France, qui est mon pays, a fait l'adulte que je suis. Oui, donc vous avez ça en commun tous les deux finalement, cet amour de la France, qui, même si ça a été dur par exemple pour vous, Bernard Tellier, ça vous a formé clairement, et vous ne seriez pas qui vous êtes sans ce passage-là. Et vous, pareil, Alexandre Arcadi, vous avez ça tous les deux en commun. Il y a une exception quand même ici, on peut le dire. Il y a une exception dans ce pays sur la culture, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la culture, sur la vie en général, sur l'histoire, sur cette histoire partagée, sur ce quotidien qui par moments est chaotique, mais c'est la vie d'un pays, et c'est notre pays, c'est mon pays, et c'est un pays que j'aime. Avec ses défauts, quoi. Ben forcément, on en a tous. Alors, pourquoi un pays n'en aurait pas? Apprendre à aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec ses défauts, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Tellier? Oui, bien sûr, les défauts font partie du lot, et ça fait le charme de quelqu'un. Mais moi aussi, je voulais rajouter un petit truc. Si je suis rentré au GIGN, c'est aussi pour servir la France. Pour défendre, servir la France. Et c'était une sorte de la remercier de tout ce qu'elle m'a donné. Oui. D'accord, donc c'était aussi un engagement de votre part, vraiment. Oui, très fort, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est des belles histoires que vous nous avez racontées tous les deux ce soir, Bernard Tellier, Alexandre Arcadi. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous êtes bienvenus. C'était excellent sur Sud Radio. Merci, tous les deux. Alors, je vous rappelle à tous que le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi avec Roger Hanin, il ressort en salle en décembre. C'est à revoir absolument. Oui, absolument. Il est tout beau, il est tout refait. Absolument. Et puis, le Triblon de la Casbah va sortir vraiment aux alentours de avril-mai prochain. Vous allez revenir pour m'en parler alors. Évidemment, avec de belles histoires, de belles anecdotes. On adore. Et puis si vous avez envie, chers auditeurs, de découvrir un peu plus l'univers de l'incroyable Bernard Tellier, c'est sur www.précognition, ça s'écrit comme ça se dit, .fr, ou tout simplement Bernard-du-6 Tellier, THE2LIER.com. Je me suis pas trompée. Exactement. Ok, super. Les copains, nous on se retrouve dimanche prochain à 19h pour de nouvelles aventures sur Sud Radio. Merci à Quentin Cabanis, mon cher réalisateur du jour, ma superbe attachée de prod là juste derrière, Sophia Hans-Jacob, sans bien sûr oublier toutes les équipes de Sud Radio, votre radio préférée. Alors vous pouvez tout retrouver, la playlist de l'émission et puis les autres, les chroniques, tout le tout team sur sudradio.fr et puis YouTube, sans oublier les Twitter, les réseaux sociaux, etc. Bisous les copains, c'était excellent. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. VALERTY.com. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.